Good afternoon. Le président, bonjour à tous. Monsieur Karadzic est toujours absent de ces procédures et a indiqué au juge de la Chambre une nouvelle fois que c'est en raison du fait qu'il estime qu'il n'est pas préparé comme il se doit. Comme je l'ai déclaré précédemment, les juges de la Chambre estiment que M. Karadzic, par son essence, par son absence, fait ainsi fi de son droit à assister au procès. Par conséquent, les juges de la Chambre entendront la suite des déclarations liminaires de l'accusation. Vous pouvez poursuivre. Monsieur Tiger. Monsieur Tiger, merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges. Nous reprenons aujourd'hui avec le pilonnage et la campagne de tir embusqué contre la population civile de Sarajevo. Après avoir déjà abordé le caractère et la durée de la campagne, les armes utilisées, la structure de commandement et du contrôle, les ordres donnés par Karadzic pour faire cesser la campagne de temps en temps, lorsque cela répondait à ses objectifs. Et les éléments de preuve sont clairs, Madame, Messieurs les juges. L'accusé savait pendant toute la durée des 44 mois de siège que ces forces pilonnaient et tiraient sur les civils en créant des conditions de terreur pour les citoyens de Sarajevo. Par exemple, ces ordres opportunistes pour faire cesser le pilonnage révèlent non seulement qu'il assurait le commandement et le contrôle, mais qu'il était également au courant du caractère de la campagne. Souvenez-vous, par exemple, de l'ordre qu'il a donné en juillet 93, que nous avons vu la semaine dernière, lorsqu'il semblait que l'occasion se présentait de conclure un marché sur un partage ethnique de la Bosnie. En conséquence, il a ordonné au SRK de faire cesser ce qui se passait, à savoir, je cite, les tirs inutiles et incontrôlés sur Sarajevo. Fin de citation. Un autre exemple est un ordre que l'accusé a donné le 7 février 1994, 2 jours seulement après qu'un obus bosno-serbe ait tué 61 personnes au marché de Markale de Sarajevo. Le pilonnage de Markale s'est produit dans le contexte d'une période particulièrement intensive de pilonnage. Dans les premiers 15 jours de janvier 1994, les observateurs militaires des Nations Unies ont enregistré 6600 impacts d'obus tombés dans la partie de Sarajevo contrôlée par le gouvernement bosniaque. Ces attaques ont déclenché un tollé et des pressions supplémentaires de la part de la communauté internationale qui ont atteint leur paroxysme au moment où il y a eu une menace de frappes aériennes. Et pour prévenir les bombardements des Serbes de Bosnie. Face à ces pressions, Karadzic a décidé de réduire la campagne. Des éléments semblent indiquer que les Serbes ne répondent pas aux provocations de l'artillerie musulmane dans la même mesure. Quelquefois, c'est 20, 30 ou 70 fois plus important. La communauté internationale ne s'oppose pas à ce que nous ripostions. C'est simplement l'ampleur de la riposte qui est beaucoup trop importante. De surcroît, les musulmans nous provoquent pour que nous brûlions nos munitions. Et Karadzic ordonne, et je cite, le contrôle le plus strict possible et de ne riposter que contre des cibles militaires. Fin de citation. Et dans les mêmes proportions. Et je cite, d'exclure la possibilité de pilonnage incontrôlé. Fin de citation. Encore une fois, Madame, Monsieur les juges, lorsqu'il exerçait son pouvoir de commandement, aux fins de servir les intérêts serbes à ses yeux, et dans ce cas pour minimiser la pression internationale, Karadzic a indiqué qu'il contrôlait ses forces, qu'il était au courant des pilonnages indiscriminés et massifs, ainsi que des pilonnages contre des cibles non militaires, même sans ses ordres. Les éléments de preuve montrent clairement que l'accusé était au courant des civils qui étaient pris pour cible par ces forces, parce que pendant la durée du siège, la force promue et les membres de la communauté internationale n'ont cessé de lui répéter que ceci était en train de se passer. Par exemple,
l'observateur militaire en chef des Nations Unies, après les pilonnages indiscriminés de Sarajevo à la fin de l'année 1992, s'est plaint directement auprès de Karadzic, ainsi qu'auprès de Plavšić et Mladić, simplement pour s'entendre dire que ce type de tir était légitime et qu'il défendait les Serbes. Ou cette lettre du commandant de la FARPRONU, à savoir la Force de protection des Nations Unies, à l'accusé en octobre 1994 à propos du pilonnage. Je cite, « Ces incidents constituent un crime contre l'humanité. » Et il poursuit en disant, en violation directe de l'accord qui visait à éliminer les tirs embusqués dans la région de Sarajevo, signé le 14 août 1994. Je cite, « Prenez tout de suite des mesures supplémentaires pour vous assurer que ceci ne se reproduise plus contre des civils innocents. » Fin de citation. L'assistant militaire du général Morillon en 1992 et 1993 se souvient du fait que le général Morillon n'a cessé de dire à Karadzic et à Mladić à différentes réunions lorsqu'ils se trouvaient en Bosnie que l'histoire les jugerait et jugerait les Serbes de Bosnie sur la manière dont ils avaient utilisé leur artillerie contre les villes, les villages et les civils sans défense et qu'ils devaient cesser. Les alliés politiques de Karadzic à Belgrade étaient également au courant de ce qui se passait à Sarajevo et estimaient que ceci leur faisait du tort sur un plan politique et que c'était criminel, à commencer par Slobodan Milosevic, qui a décrit les premiers bombardements comme étant, je cite, « nom de Dieu, criminel ». Et vous voyez sur cette diapositive une transmission codée où il dit exactement cela. Quoi qu'il en soit, Madame, Monsieur les juges, l'accusé, comme le reste du monde, était au courant des attaques des Serbes de Bosnie contre les civils de Sarajevo. De différentes sources, que ce soit les médias, des journaux, de la télévision par satellite, qui diffusaient régulièrement des reportages sur le pilonnage et les tirs embusqués, quelquefois tous les jours dans le monde entier. Je souhaite vous montrer un exemple de ce que tout un chacun avait à sa disposition à l'époque, y compris l'accusé. Dusk in Sarajevo, amongst the city. Ici à Sarajevo, au milieu des anciens minarets de Sarajevo, les bombes tombent après une nuit de pilonnage intensif. À Sarajevo, les croisements peuvent être très dangereux et doivent être traversés rapidement. Les avenues qui traversent la ville ici sont pilonnées par les Serbes qui se trouvent sur les collines. Ils sont des cibles. Ils constituent la nouvelle réalité dans Sarajevo. Ici, Sarajevo brûle dans le centre de la ville et dans la banlieue. Ziad Kojundžić is alive. Et ça, Djidjic est en vie parce qu'il a décidé d'écouter les nouvelles à 4 heures hier après-midi. Il a laissé ses familles dans des abris dans la cave et il s'est rendu au premier étage. Ceci a été touché par des tirs de char. M. Krandic a enterré sa femme, sa fille et 2 de ses petits-enfants, ainsi qu'une amie de la famille qui était venue avec de l'aspirine. Un obus est tombé sur le cimetière au moment où il les enterrait. Il n'y a pas un endroit ou un moment où les habitants de citoyens peuvent se trouver en sécurité. Certains quartiers sont plus à l'abri, mais les tirs sont indiscriminés et tuent tous les jours quelqu'un. La vie des habitants de Sarajevo devient plus difficile au fil des jours. Moi, la moitié de la ville se trouve sans eau. Ici, un kiosque qui a été détruit parce qu'il y a un tireur embusqué qui a tiré dessus.
Cela fait tellement partie de leur quotidien qu'ils le remarquent à peine. Even by the craze. Ici, il y a eu une nuit épouvantable. Chaque point de lumière a touché un endroit de façon indiscriminée. Sans cesse, des tirs de mortier avec des balles de fusil. Et il y a plus de 300 000 habitants qui se trouvent dans l'obscurité. Une attaque de la part des Serbes s'endoure en guise de représailles parce que les habitants de Sarajevo souhaitaient rompre le siège. Ceci est censé être une zone de sécurité. Il devait y avoir un cessez-le-feu, mais le pilonnage a empiré au cours des dernières 24 heures et les habitants de Sarajevo ont souffert ce jour. Aujourd'hui, comme tous les gens qui souffrent dans la guerre. Lorsque la guerre a commencé, les pilonnages de ce genre les envoyaient dans la cave. Aujourd'hui, c'est différent. Ils savent se mettre à l'abri et savent comment il faut s'enfuir. Cela est toujours terrifiant et peut-être mortel, mais cela fait partie de leur quotidien. Ils vont chercher de l'eau. C'est quelque chose avec lequel ils doivent vivre au quotidien. Il s'agit là d'un pilonnage intensif. Un obus d'artillerie est tombé ici à l'extérieur d'une brasserie alors que les gens sont allés chercher de l'eau. 18 ont été tués et d'autres très grièvement blessés. 3 morts appartenaient à une même famille, le père et la mère et leur fille. Le commandement des Nations Unies essayait de rassurer la population, mais ceci ne se fait pas sentir sur les rues où les gens fuyaient d'un autre tir embusqué et on nous leur demandait combien de temps ceci a-t-il duré. 2 ans et demi, ont-ils répondu. Les efforts pour essayer de retrouver une vie normale à Sarajevo sont remis en cause parce que les gens doivent trouver un abri dans les caves. Comme ce matin, un obus qui est tombé près de personnes qui se rendaient à l'hôtel Holiday Inn. Il s'agit d'explosions qui empêchent les gens d'aller à leur travail ici. 5 personnes ont été blessées et il y a eu des tirs embusqués autour de la ville ce matin. Just a small reflection, Your Honor. Il s'agit là simplement d'une illustration de cette campagne contre les civils de Sarajevo. Malgré le fait qu'ils savaient que ces troupes prenaient pour cible des civils, malgré les protestations fréquentes du personnel militaire international et des diplomates, malgré les condamnations répétées de la part de la communauté internationale et des médias du monde entier, Karadzic, à part quelques réductions sporadiques pour se procurer un avantage momentané, n'a pris aucune mesure pour empêcher la poursuite du pilonnage et des tirs embusqués contre les civils et n'a pris aucune mesure pour punir les responsables. Loin d'empêcher les crimes qui étaient commis par le SRK contre la population civile de Sarajevo ou de punir ou de renvoyer les membres haut placés du corps de Sarajevo-Romagna qui étaient responsables de ces crimes, l'accusé les a en fait promus. Le 16 décembre 1992, l'accusé a, à titre exceptionnel, promu le commandant du SRK, Stanislav Galic, au rang de commandant. Général de division, correction de l'interprète. Le 24 mars 1994, l'accusé a promu à titre exceptionnel Dragomir Milosevic, alors commandant adjoint de SRK, au grade de commandant. Le 7 août 1994, a accordé une promotion anticipée au commandant à la retraite du SRK, Stanislav Galic, au grade de lieutenant général. Le 28 juin 1994, l'accusé, à titre exceptionnel, a promu Ratko Mladic au grade de général de corps d'armée.
Madame, Messieurs les juges, en tant que commandant suprême des forces armées, en particulier dans ce cas le corps de Sarajevo-Romagna, Radovan Karadzic a mené une campagne de pilonnage et de tirs embusqués qui a touché des civils et des biens civils sur l'ensemble de Sarajevo, jour après jour, pendant 44 mois. Ce pilonnage avait pris pour cible des civils était indiscriminé et disproportionné, et la prise pour cible de civils par des tireurs embusqués n'avait pas d'objectif militaire. Cette attaque contre des civils déjà vulnérables en but à la privation et à l'isolement avait pour but de les terroriser, intention qui était de plus en plus manifeste au fil des jours. L'ampleur, la durée, la cohérence et le type de pilonnage et de tirs embusqués à eux seuls montrent que le pilonnage et les tirs embusqués étaient le résultat d'une structure de commandement et de contrôle serrée dirigée par Radovan Karadzic. Les ordres donnés, la façon dont l'accusé a modulé la campagne de façon opportuniste, la défense de sa campagne de Karadzic lorsqu'il était confronté à sa condamnation nous permet de conclure que pendant 44 mois, Karadzic a mené une campagne de terreur contre la population civile qui avait été prise pour cible parce qu'elle vivait dans une capitale multiethnique qu'il vouait à la séparation ethnique. Mesdames, Messieurs les juges, je souhaite maintenant aborder le chef numéro 11. La prise d'otage en mai 1995, en juin 1995, qui révèle de surcroît que l'accusé ne respectait pas la loi lorsqu'il poursuivait les intérêts serbes. Comme le pilonnage et les tirs embusqués se sont poursuivis, une communauté internationale de plus en plus inquiète a tenté de déployer des efforts pour prévenir ces attaques contre les civils. Le 24 mai 1995, les forces serbes de Bosnie ont enlevé des armes qui se trouvaient dans des points de rassemblement à Sarajevo. Et malgré la demande faite par le commandant de la foire Pronu de les rendre, ceci n'a pas été fait. Et ce commandant était inquiet parce qu'il pensait que ces armes seraient encore utilisées contre la population de Sarajevo. Comme je l'ai indiqué, ces armes n'ont pas été rendues. Et le 25 mai, l'OTAN a mené une frappe aérienne sur une casemate sur un dépôt de munitions à l'extérieur de Palais. Le lendemain, les forces serbes de Bosnie ont commencé à prendre pour otages les observateurs militaires des Nations Unies dans différents endroits. Comme les juges de la Chambre le savent peut-être, les observateurs militaires des Nations Unies étaient des observateurs non armés des factions belligérantes qui étaient responsables de la liaison entre les parties belligérantes ainsi qu'entre les parties et la foire Pronu. À terme, plus de 200 observateurs militaires des Nations Unies et soldats des maintiens de la paix de la foire Pronu, hommes de différents pays, ont été emmenés et pris pour otages entre le 26 mai et le 19 juin. Quelques otages ont été menottés, attachés à des mâts, d'autres à des balises de radar ou à des paratonnerres. D'autres ont été contraints à rester entre des antennes de radar. Certains ont fait l'objet d'exactions. Certaines forces de Bosnie ont également pilonné les zones de sécurité. Ici, une poignée d'hommes qui ont été pris pour otages et, comme vous pouvez voir, qui ont servi de bouclier humain. De surcroît, les forces serbes de Bosnie ont également pilonné toutes les zones de sécurité le 26 mai, y compris tout cela, où 61 personnes ont été tuées sur la place du marché. The accused, Your Honors, had previously... We are hearing French, so let's try again. Correction, remplacer 71 par 61.
Madame, Messieurs les juges, l'accusé avait déjà dit très clairement qu'il était prêt à se servir du personnel des Nations Unies en tant qu'arme pour faire pression sur la communauté internationale. Interrogé en 1994 quant à la possibilité pour le président Clinton de lever l'embargo sur les armes et de distribuer des armes aux musulmans, il dit, entre autres, je cite, « Nous prendrions les casques bleus pour otages. Pour le bien de notre peuple, nous sommes prêts à faire tout ce qu'il faut faire, sans la moindre pitié. » Fin de citation. En effet, en avril et novembre 1994, des membres des Nations Unies avaient été pris en otage pour réagir à des frappes aériennes de l'OTAN. Et dans les semaines qui ont précédé immédiatement la prise d'otage en mai 1995, l'accusé a affirmé une nouvelle fois sa menace de faire des otages. D'abord, durant une réunion avec le commandant Smith de la Fort Pronu le 10 mai, Karadzic a dit clairement qu'en cas d'attaque de l'OTAN, les Nations Unies seraient traitées comme un ennemi. Entre guillemets, nous vous traiterons comme un ennemi, fin de citation. Et puis, quelques jours avant le début des prises d'otages, Karadzic a renouvelé cette menace en déclarant, je cite, « Si l'OTAN devait nous attaquer, ils seront pris en otage. S'ils attaquent, ils deviendront notre ennemi. Si l'OTAN nous attaque, nous considérerons les Nations Unies comme notre ennemi. » Fin de citation. Mais encore une fois, Madame, Messieurs les juges, entendons ce qu'a dit l'accusé au sujet de ce qui s'est passé et des raisons de ces événements. Il a expliqué cela devant l'Assemblée serbe de Bosnie le 14-15 juin 1995, correction de l'interprète. Ceci montre bien sa détermination à dramatiser la situation en ordonnant le retrait des armes, puis la prise d'otages. Je cite. « Il me faut dire que nous avons décidé d'opter pour une aggravation de la situation. Et le commandement suprême, ainsi que ma personne, en tant que commandant, de concert avec l'état-major principal, avons décidé que pour nous, ce qu'il y avait de pire, c'était une guerre de faible intensité, de longue durée, etc. Et qu'il nous faut raviver la situation, prendre ce que nous pouvons prendre, créer un climat enflammé et dramatiser les choses en menaçant de procéder à une escalade. Parce que nous avons remarqué que chaque fois que nous faisons mouvement vers Goražde, Bihać ou une autre localité, ou chaque fois qu'il y a escalade dans les environs de Sarajevo, les internationaux arrivent et l'activité diplomatique s'accélère. Nous l'avons fait dans les environs de Sarajevo. Nous sommes emparés de ces pièces d'artillerie, au nombre de 4. Peut-être n'avaient-elles pas une importance cruciale, mais le résultat, c'est le bombardement bien connu qui a malheureusement causé pour nous des dégâts matériels parce que nous n'avions pas dispersé ces armes. Fin de citation. Et il poursuit en disant, je cite, « Nous avons ordonné l'arrestation. Nous ne sommes pas entrés dans le détail quant au moment où ces hommes seraient ligotés, mais ceci a eu un effet positif. Cela a choqué le monde entier. Maintenant, c'est facile. Lorsqu'ils nous demandent si c'était bien de faire ce que nous avons fait, nous leur demandons s'il est bien de bombarder les arrières serbes et de terroriser nos enfants et nos vieillards pour les forcer à fuir. Et à ce moment-là, ils n'ont rien à répondre. Donc, on ne répond pas à la question, on pose une nouvelle question et ils n'ont plus rien à dire. Comme vous le savez, ceci a conduit à une intensification horrible. Il y a eu des condamnations même depuis la Yougoslavie. Cela leur a montré que si vous, messieurs, prenez des mesures draconiennes, eh bien, nous prendrons des mesures draconiennes. Voilà. Aucune mère ne veut voir son fils ligoté de cette façon et un avion a même été abattu. Dieu nous est venu en aide cette fois-ci. Fin de citation. De même, interrogé par un journaliste quant au fait de savoir si ce n'était pas une erreur terrible d'avoir autorisé votre population à capturer des soldats des Nations Unies, pour que le monde entier voit ces hommes enchaînés et voit des hommes tenant des fusils avec lesquels ils les visaient à la tête. C'est terrible. Est-ce que ce n'était pas une erreur terrible? Karadzic répond, je cite, un geste draconien en provoque un autre.
Il nous fallait faire quelque chose de draconien, voyez-vous, pour empêcher de nouvelles frappes et pour montrer à la communauté internationale que nous sommes coincés et que toute personne coincée est prête, comme nous le sommes, à se défendre par tous les moyens. Fin de citation. Ou encore, comme Kraïchnik le dit très simplement durant la même séance, alors qu'est discutée la demande de la Fort-Pronu de création d'une base dans la municipalité d'Iliash et l'avantage possible que cela donnerait aux Bosno-Serbes, je cite, pour dire la vérité, nous éprouvons parfois la nécessité de capturer des otages. Fin de citation. À présent, Mesdames, Messieurs les juges, je vais aborder la troisième partie importante du procès intenté à Radovan Karadzic, à savoir sa responsabilité pour l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité, les crimes commis en vue d'éliminer les musulmans de Bosnie de Srebrenica. Comme je le dirais, Radovan Karadzic a ordonné cette opération destinée à s'emparer de Srebrenica. C'était le point culminant des efforts déployés par lui pour nettoyer la Bosnie orientale. Il a été informé du progrès de cette opération par des sources très diverses, au nombre desquelles on trouve Mladic, des rapports de la VRS, des rapports de la sécurité d'État. Il avait des communications directes avec Mladic. Il a maintenu des communications directes avec les commissaires civils triés sur le volet. Il savait que la population était déplacée au moment où les déplacements se passaient. Il a ordonné que les hommes soient enlevés du secteur où il y avait un risque, de façon à ce que la communauté internationale en soit témoin. Il savait que des hommes étaient tués, il a couvert les expulsions massives et les meurtres et continue à le faire jusqu'à ce jour. Et le seul regret qu'il a éprouvé au sujet de cette opération a consisté à dire que certains musulmans hommes ne s'en étaient pas tirés. Voyons maintenant les éléments de preuve. Srebrenica était à l'époque simplement le nom d'une petite ville et d'une municipalité dans l'est de la Bosnie. En 1991, juste avant la guerre, la municipalité de Srebrenica avait une population de 37 000 habitants, dont 73% environ étaient musulmans. Srebrenica était connue dans la région pour son industrie minière et ses eaux thermales, mais était très peu connue en dehors de l'ex-Yougoslavie. En juillet 1995, Srebrenica est devenue synonyme d'infamie pour le monde entier. En quelques jours à peine, toute la population musulmane de Srebrenica a été déplacée de force hors de l'enclave de Srebrenica et plus de 7000 hommes musulmans et jeunes gens musulmans ont été assassinés à l'issue d'une opération massive à laquelle ont participé des membres de la VRS, le MOUP et les pouvoirs civils. En quelques semaines, des preuves des exécutions massives ont commencé à apparaître, notamment des photographies aériennes qui montrent des zones où la terre avait été déplacée dans des lieux où où l'on pensait que s'étaient produites des exécutions. Vous voyez ici des images du secteur d'Orahovac. En réaction à cela, en septembre et octobre 1995, des éléments de la VRS, du MOUP ainsi que du pouvoir civil ont procédé à une opération clandestine massive destinée à exhumer les fosses communes de la région de Zvornik et de Bratunac pour déménager les cadavres des hommes musulmans assassinés vers des fosses secondaires éloignées de tout, et ce afin de dissimuler ou de tenter de dissimuler ces crimes. Vous voyez ici des images des fosses primaires et des fosses secondaires. Et à la simple vue de ces images, vous êtes en mesure de déterminer l'importance numérique de cette opération. Mesdames, Messieurs les juges, plus de 7 500 personnes ont été portées disparues après la chute de Srebrenica. Au jour d'aujourd'hui, plus de 5 000 de ces personnes ont été exhumées des fosses communes et identifiées grâce à des analyses ADN. Comme je l'ai déjà dit il y a quelques instants et comme cela a été évoqué il y a quelques jours,
le meurtre de ces hommes et les expulsions massives dont ont été victimes les femmes, les enfants et les personnes âgées ne sont pas tombés du ciel. Ces crimes ont constitué le point culminant qui prouve le point culminant de la volonté manifestée par l'accusé de nettoyer la Bosnie orientale afin de créer l'État serbe qu'il envisageait. J'ai déjà parlé de l'adoption et de la mise en œuvre des objectifs stratégiques qui a commencé en mai 1992. J'ai parlé aussi de l'officialisation de ces objectifs alors que leur application avait déjà commencé au moment dont nous parlons, au moment du nettoyage des musulmans de la Bosnie orientale. Vous voyez ici une carte de la mise en œuvre des objectifs stratégiques et notamment de l'objectif stratégique numéro 1 et de l'objectif stratégique numéro 3 qui consistait à supprimer la Drina en tant que frontière séparant plusieurs États serbes. Vous vous rappellerez ce qu'a dit l'accusé le 12 mai 1992 au sujet de ces objectifs stratégiques et vous vous rappellerez que l'autre jour, nous avons évoqué les actions que la VRS et les forces du MOUP ont menées de concert dans le but d'appliquer ces objectifs stratégiques. Alors que la plus grosse partie de la Bosnie orientale était conquise et nettoyée à la fin 1992, il restait encore quelques secteurs que les forces bosno-serbes n'étaient pas parvenues à conquérir. Je veux parler de Čerska, Konjević Polje, Goražde, Žepa et Srebrenica en particulier. Et vous voyez Srebrenica sur les images que je vous montre en cet instant. Vous voyez également les enclaves de Žepa et de Goražde juste en dessous. Et en rouge, vous voyez cette forme de fer à cheval qui est l'illustration des zones sous le contrôle des Serbes de Bosnie. Et vous constatez que la Bosnie orientale, dans les zones qui ne sont pas en rouge, était désormais nettoyée. Le 19 novembre 1992, Karadzic, par le biais de Mladic et de l'état-major principal de la VRS, émettait la directive numéro 4. Comme vous le savez, Madame, Messieurs les juges, une directive est un commandement, est un document, correction de l'interprète du haut commandement, qui évoque les questions générales relatives à la préparation et à l'exécution des opérations militaires sur une durée assez longue, en définissant les objectifs de cette opération et les missions à mener à bien. S'agissant de la Bosnie orientale, la directive numéro 4 ordonnait au corps de la Drina de nettoyer de sa population musulmane les zones de Birac, Žepa et Goražde. La zone de Birac, c'est la zone qui recouvre Bratunac, Vlasenica, Zvornik, Srebrenica et Čerska. J'aimerais maintenant appeler l'attention de la Chambre sur ce document, la directive numéro 4, qui définit les missions confiées au corps de la Drina comme étant ce qui suit. Je cite. Il lui faudra épuiser l'ennemi, lui infliger les plus lourdes pertes possibles et le contraindre à quitter les zones de Birac, Žepa et Goražde en même temps que la population musulmane. Fin de citation. Cet ordre de nettoyage était signé par le général Mladic et a été émis avec l'accord complet de Karadzic et son soutien plein et entier. Comment le savons-nous? Eh bien, d'abord, adressons-nous à Karadzic lui-même, encore une fois, car il reconnaît qu'il savait et approuvait les 7 premières directives. C'est ce qu'il déclare en octobre 1995. Je cite, « J'ai examiné, approuvé et signé 7 directives. Personne ne m'a soumis les directives 8 et 9. » Fin de citation. Madame, Messieurs les juges, comme vous le savez, ceci est exact sur le fond, mais pas dans le détail. La plupart des directives ne semblent pas avoir été signées par Karadzic. Ceci, Mladic le fait remarquer en avril 1995 lorsqu'il confirme également que Karadzic connaissait ces directives et les approuvait. Voici ce que dit Mladic. Je cite, « Certaines de ces décisions vous ont simplement été présentées, Monsieur le Président, et pour d'autres, vous avez participé
à leur application en tant que membres du commandement suprême. Pour d'autres encore de ces directives, vous les avez signées, mais vous ne les avez pas toutes signées, c'est vrai. Tant que nous n'étions pas encore bien installés, que nous n'avions pas bien trouvé nos marques, c'est moi qui avais l'habitude de les signer, fin de citation. Mais au-delà de la reconnaissance explicite que ceci démontre quant à la responsabilité de Karadzic vis-à-vis de cette directive, et au-delà de la confirmation de Mladic de la responsabilité que Karadzic assumait par rapport à cette directive, les preuves révèlent également l'intérêt massif et actif manifesté par Karadzic vis-à-vis de l'application de la directive numéro 4. Le 20 novembre 1992, le lendemain de la parution de la directive numéro 4, Mladic, à la demande expresse de Karadzic, émet un ordre destiné au corps de la Drina et lui ordonnant d'organiser un séminaire politico-militaire 3 jours plus tard. Je cite: suite à la demande du commandement suprême de l'armée de la Republika Srpska, entre parenthèses, président de la présidence, Monsieur Radovan Karadzic, fermez la parenthèse, et en vue de procéder en temps utile à la préparation et à la tenue d'un séminaire militaro-politique au niveau du corps de la Drina, j'ordonne ce qui suit, fin de citation. L'ordre indiquait que Karadzic devait présider ce séminaire, durant lequel les missions affectées au corps d'armée dans les jours qui viennent seraient discutées. Par ailleurs, en dehors du fait de présider cette réunion, l'ordre du jour prévu pour la réunion indiquait que Karadzic prononcerait le discours d'ouverture et le discours de clôture et distribuerait les missions assignées au corps de la Drina pour la suite des opérations, ainsi que les missions relatives au gouvernement civil. Fin de citation. Durant ce séminaire, qui s'est tenu 3 jours plus tard, le 23 novembre 1992, le commandant du corps de la Drina, le colonel Milenko Jivernovic, a parlé des missions à venir du corps de la Drina. Il a en particulier évoqué les missions confiées au corps d'armée dans les secteurs de Srebrenica, Jepa, Gorazde et Tcherska, qui sont précisément les zones énumérées dans la directive numéro 4, dont la population musulmane devait être expulsée. Et le lendemain de cette réunion, à laquelle le commandant suprême, M. Karadzic, assistait dans le but de prononcer les discours que je viens d'évoquer et de distribuer les missions à venir au corps de la Drina, le commandant du corps de la Drina, Jivanovic, émet l'ordre suivant adressé au corps de la Drina en application de la directive 4. Je cite: lancer une attaque grâce au gros des troupes et aux équipements lourds afin d'infliger à l'ennemi les pertes les plus lourdes possibles, épuiser l'ennemi, le briser ou le contraindre à se rendre et forcer la population musulmane locale à abandonner le secteur de Tcherska, Jepa, Srebrenica et Gorazde. Fin de citation. Au-delà de cette déclaration d'intention très claire quant à la volonté de nettoyer ce qui restait de la population musulmane dans ce secteur, cet ordre démontre également quel était l'objectif plus général de l'opération militaire en question. Et ceci devient très clair lorsqu'il est question des préparatifs nécessaires au niveau moral et psychologique. Je cite: sur le plan des préparations morales et psychologiques, avant de lancer la moindre opération, informer les membres des unités quant à l'importance de l'objectif poursuivi dans cette opération et souligner que le résultat d'actions mineures et de toute l'opération est d'une importance cruciale pour la réalisation de l'objectif du peuple serbe, à savoir la création et le maintien d'un État serbe dans ces régions. Fin de citation. Ainsi, au-delà du fait que ceci montre que Karadzic approuvait et connaissait les objectifs de la directive numéro 4 et d'autres directives également, sa participation à fond à la diffusion de cette directive montre clairement que sa responsabilité était engagée. Au début de 1993 déjà, en vertu de la directive numéro 4 et de l'ordre du corps de la Drina que nous venons de voir, nous constatons que la VRS a mené toute une série d'opérations militaires violentes et destructrices dans toute la zone de Kamenica, Tcherska et Konjevic-Polje dans la Bosnie orientale. Cette campagne militaire s'est caractérisée par
l'incendie de maisons musulmanes et par le pilonnage le plus aléatoire qui soit des civils musulmans. Il a eu pour résultat le transfert de force de dizaines de milliers de musulmans hors de leur domicile dans les municipalités telles que Bratunac, Vlasenica et Zvornik vers des territoires tenus par les musulmans dans Srebrenica et Jepa et dans leurs environs. J'aimerais maintenant vous montrer quelques documents qui illustrent la véritable nature de cette campagne. Le premier document date du 8 février 1993. C'est une écoute d'une conversation téléphonique entre le commandant du corps de la Drina et un de ses subordonnés. Quand je dis commandant du corps de la Drina, je parle de Jivanovic, qui dit ce qui suit, je cite, « Tenez fermement les positions. Est-ce que les maisons des Turcs sont en feu ?» Et son interlocuteur répond « Elle brûle, elle brûle ». Et Jivanovic rétorque « Eh bien, continuez, il en faut le plus possible ». Fin de citation. Et puis maintenant, j'aimerais appeler votre attention sur un rapport de combat de la brigade de Birac adressé au commandant du corps de la Drina en date du 2 mars 1993. Je cite, « Nos forces qui se déplacent dans le secteur général de Kamenica, Gaïchi et Grobitsi ont appliqué le plan sans grand problème. Le village de Gobeli a été incendié et demain, d'après le plan, il est prévu de faire Paliéviné. Fin de citation. Ce rapport de combat adressé au commandement du corps de la Drina émane cette fois-ci du lieutenant-colonel Svetozar Andrich qui, lorsqu'il était commandant, le 28 mai 1992, avait émis l'ordre que vous avez déjà eu sous les yeux, à savoir celui qui permettait l'organisation et la coordination entre plusieurs municipalités des déplacements de population. Et dans cet ordre, il était spécifiquement indiqué que seules les femmes et les enfants seraient autorisés à quitter les municipalités, alors que les hommes aptes au combat devaient être placés dans des camps pour servir de monnaie d'échange. Donc ça, c'est ce que vous avez vu dans l'ordre que je vous ai montré l'autre jour. Madame, Messieurs les juges, alors que les nettoyages se poursuivaient en 1994, la communauté internationale a de plus en plus manifesté son inquiétude. Un rapport du 5 mai 1993 émanant du rapporteur extraordinaire des Nations Unies de la Commission des droits humains rend compte des observations de la communauté internationale et de ce qu'elle savait. Je cite, « Des violations massives et répétées des conventions de Genève de 1949 ont été commises lors des récents combats en Bosnie orientale et dans l'Herzégovine. Ce sont les forces serbes de Tcherska, Konjevic, Polje et Srebrenica qui ont commis ces violations lors des attaques qui leur sont dues et des embuscades qu'elles ont tendues à des civils tentant de fuir l'encerclement. Et pendant les attaques dont les villages ont été victimes également. Fin de citation. Pendant toute cette période, la communauté internationale est devenue de plus en plus inquiète vis-à-vis de la catastrophe humanitaire qui se déroulait dans Srebrenica, alors que des dizaines de milliers de musulmans qui avaient été déplacés de force hors de leur domicile en Bosnie orientale convergeaient sur cette ville. La population de la ville avait enflé pour atteindre 50 000 à 60 000 habitants. Les images vidéo que je vous montre maintenant vous donneront une idée du sort terrible qu'a vécu cette population victime du nettoyage qui avait trouvé refuge à Srebrenica. Mon premier souvenir en arrivant dans un village non loin de Srebrenica, c'est que les lieux étaient envahis par des centaines et des centaines de personnes. J'ai pensé que j'étais au milieu d'un film et je m'attendais à entendre quelqu'un dire « coupez ». Toutes ces personnes avaient des visages hantés et émaciés, sans la moindre expression. C'était un peu comme si la vie les avait quittés, voyez-vous, comme un ressac de la vie. C'était
Et les autorités ne semblaient manifester aucun souci vis-à-vis de ces nouveaux arrivants. Personne ne s'occupait des réfugiés. Ils étaient laissés pendant des jours et des jours dans les rues. Personne ne s'occupait d'eux. Lorsqu'ils sont arrivés, voyez-vous, nous avons suivi une famille et nous avons vu ce qui lui arrivait pendant 17 heures. Your Honors, following the Madame, Messieurs les juges, suite à l'intervention directe du représentant de la force PRONU, le général Philippe Morillon, qui s'est rendu lui-même à Srebrenica en mars 1993 et a été ému par cette catastrophe humanitaire qu'il avait sous les yeux, jusqu'à faire ce geste bien connu pour rassurer la population en lui disant qu'il ne les abandonnerait pas. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 819 le 16 avril 1993 qui exigeait que la zone de Srebrenica soit considérée comme une zone protégée. Cette résolution 819 du Conseil de sécurité des Nations Unies condamnait les actions des Bosno-Serbes jusqu'à ce moment-là, et elle se lit comme suit. Je cite, « Le Conseil de sécurité condamne et rejette les actions délibérées de la part des Serbes de Bosnie en vue de contraindre à l'évacuation la population civile de Srebrenica et des zones environnantes, comme faisant partie d'une campagne abominable de nettoyage ethnique ». Fin de citation. 2 jours plus tard, un accord de cessez-le-feu a été signé entre le général Alilovic de l'armée de Bosnie-Herzégovine et le général Mladic de l'armée des Serbes de Bosnie. Accord qui prévoyait que Srebrenica serait démilitarisé. Et moins d'un mois plus tard, le 6 mai 1993, le Conseil de sécurité des Nations Unies votait la résolution 824 qui confirmait le statut de Srebrenica en tant que zone de sécurité et déclarait que Sarajevo, Tuzla, Žepa, Goražde et Bihać seraient également traités comme des zones protégées. Ces zones de sécurité, surtout les zones de sécurité de Srebrenica, Žepa et Goražde en Bosnie orientale, ont donné à la population musulmane un certain degré de protection par rapport aux forces bosno-serbes et a retardé temporairement la réalisation des objectifs poursuivis par les Serbes de Bosnie, plus exactement en ce qui concerne les objectifs stratégiques 1 et 3 et ceux de la directive numéro 4. Cependant, les Serbes de Bosnie, tout comme les musulmans de Bosnie, ont violé cet accord portant sur les zones de sécurité. Il faut le savoir. Les forces musulmanes présentes dans ces enclaves, souvent désespérées, par la suite mieux équipées, mieux formées, mieux entraînées, avaient lancé des attaques sur les forces serbes, mais aussi sur des villages serbes, avaient tué des civils serbes, détruisant leurs biens également. Et même après l'accord sur les zones de sécurité, l'enclave de Srebrenica n'a jamais été totalement démilitarisée. Les forces musulmanes n'ont fait que rendre des armes vieilles et défectueuses alors qu'elles conservaient des armes en bon état de marche. De plus, des hélicoptères des musulmans de Bosnie ont survolé l'enclave en violation de l'accord de non-survol et ont fourni des armes aux enclaves et à l'armée des Serbes des bosno-musulmanes. Et même après la déclaration de Srebrenica devenant ainsi une zone de sécurité, les attaques se sont poursuivies depuis l'intérieur de l'enclave de Srebrenica contre les zones serbes environnantes. Et ceci a intensifié le niveau d'animosité de la part des Serbes de Bosnie. Il y avait eu, après l'établissement des zones de sécurité et les condamnations de la part de la communauté internationale que nous avons déjà constatées, il y avait une évolution de ces opérations militaires à découvert à grande échelle. On passait à quelque chose de plus subtil. On essayait de rendre la vie des musulmans impossible, à priver les forces des Nations Unies de toute efficacité en restreignant les convois de ravitaillement. Et il y avait donc une campagne de pilonnage et de tir embusqué qui se poursuivait, ainsi qu'une restriction de l'aide humanitaire. L'idée, c'était de viser à ce qu'une fois mis en place les conditions propices à l'assaut définitif que pourraient lancer les Serbes de Bosnie sur les enclaves, la capacité de la force PRONU à défendre ces enclaves serait réduite et la population musulmane allait fuir devant ceux qui la tourmentaient.
l'objectif ultime qui avait été défini dans la directive numéro 4 demeurait. Il fallait faire une percée, prendre le contrôle de ces enclaves et en chasser les musulmans. Voyez un rapport de juillet 1994 émanant du commandant de la brigade de Bratunats, adressé aux membres de ces brigades, rappelons-le après une visite du général Mladic, qui définit de façon expresse l'objectif qui est d'avoir une DRINA propre et comment y parvenir, quelle stratégie adopter à cette fin. Je cite, nous devons réaliser notre but final, une Podrinje totalement serbe. Fin de citation. Citation. Nous devons continuer d'armer, de former, de discipliner et de préparer l'armée de la Republika Srpska à l'exécution de cette tâche cruciale, l'expulsion des musulmans de l'enclave de Srebrenica. Pas question de battre en retraite devant l'enclave de Srebrenica. Il nous faut avancer. La vie de l'ennemi doit être rendue insupportable. Il faut qu'il leur soit impossible de rester ne serait-ce que peu de temps dans l'enclave, parce qu'ils partent en masse de l'enclave dès que possible, car ils se rendront compte qu'il leur est impossible de survivre dans cette enclave. Et pendant cette même année de 1994, alors que on appliquait cette stratégie relativement subtile avant le dernier assaut de Srebrenica. Karadzic comme Mladic ont continué de dire en termes non équivoques ce qu'il fallait faire aux musulmans. En juillet 1994, Karadzic, parlant de cet objectif, dit qu'il revenait à faire ce que le gouvernement de Bosnie semblait vouloir leur réserver à eux, aux Serbes. Voici ce qu'il a dit. Je le cite, nous devons être prêtes, nous devons accepter et être prêts tous les jours à mener une guerre à la vie et à la mort. C'est ce que veut notre ennemi, jusqu'à ce qu'il ne soit complètement battu, une défaite complète de leur part ou une défaite complète de notre part et une expulsion de ce territoire. Si notre ennemi gagne, il ne sera pas généreux, il ne sera pas clément, il sera impitoyable et prêt à nous exterminer. Par conséquent, dit-il, les Serbes de Bosnie doivent, entre guillemets, je cite, accepter la logique de notre ennemi. Fin de citation. Et vous l'avez entendu dans le paragraphe précédent, la logique c'était l'expulsion, l'extinction. Et, je le cite, il faut les battre sans merci. Fin de citation. Mladic le disait à l'Assemblée en janvier 1994 lorsqu'il parlait de l'ennemi de Srebrenica comme ailleurs. Je le cite. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas qu'il crée un État. Ce qui m'intéresse, c'est de les faire disparaître sans laisser de traces. Fin de citation. Petit à petit, de façon inexorable, l'enclave de Srebrenica s'était étranglée. Il y avait de moins en moins de convois qui parvenaient à Srebrenica. Et au début du mois de l'année 1995 et le 8 mars 1995, Radovan Karadzic délivrait la directive 7, la signait afin de régler la question de l'enclave. Cette directive 7 donnait explicitement la stratégie qui allait être poursuivie par la VRS. Il fallait rendre insupportable la vie des habitants musulmans de Srebrenica et de Žepa au moyen d'opérations militaires et en limitant l'accès des convois d'aide humanitaire et de ravitaillement aux enclaves. Les missions confiées au corps de la DRINA étaient notamment, je cite, grâce à des opérations planifiées judicieuses, créer une situation insupportable d'insécurité absolue, ne laissant aucun espoir de survie ni de vie aux habitants de Srebrenica et de Žepa. Fin de citation. C'est ce que dit la directive numéro 7, délivrée et signée par l'accusé. Cette même directive expose aussi les grandes lignes de la politique de Karadzic pour ce qui est d'empêcher que ne soit livrée à la population musulmane des enclaves l'aide humanitaire et pour aussi empêcher le ravitaillement des forces de la FOPRONU dans les enclaves orientales, tout en évitant le plus possible une condamnation de la part de la communauté internationale. Il s'agissait, et c'est dit aux organes militaires, de faire ceci, je cite, grâce
en réduisant de façon planifiée et discrète le nombre de permis délivrés, restreindre et limiter le soutien logistique qu'apporte la FORPRONU aux enclaves et leur ravitaillement en biens matériels afin qu'ils dépendent de notre bonne volonté tout en évitant d'être en but à la condamnation de la communauté internationale et de l'opinion publique internationale. Fin de citation. La directive numéro 7, l'ordre donné par Karadzic, autrement dit, a été transmis à tous les échelons de la hiérarchie. Le 20 mars 1995, le commandement du corps de la Drina rédige et envoie un ordre aux brigades en application de la directive numéro 7. Il reprend des éléments essentiels de cette directive, mot pour mot. Je cite, « Grâce à des opérations de combat planifiées et judicieuses, crée une situation insupportable d'insécurité absolue, ne laissant aucun espoir de survie ni de vie aux habitants de Srebrenica et de Jepa. » Fin de citation. En application de la directive numéro 7, les ressources déjà maigres qu'avait la population civile musulmane sont encore plus amenuisées, réduites à peau de chagrin. Les forces de la FORPRONU postées dans l'enclave qu'on connaît comme étant le Dutch Bat, le bataillon néerlandais, commençaient à ressentir cruellement une pénurie, un manque de médicaments, de carburant. La situation devenait tellement critique et difficile que les soldats du Dutch Bat furent forcés de patrouiller l'enclave à pied. De plus, dans les mois qui ont précédé l'attaque, les unités de la VRS postées autour de Srebrenica ont soumis l'enclave à des actions de pilonnage et de tirs embusqués, notamment pour forcer la population à s'enfuir. Lorsqu'arrive le milieu de l'année 95, la situation humanitaire dans l'enclave était tout à fait alarmante, comme l'avait ordonné et prévu la directive numéro 7. Début mai, des attaques planifiées conformément à la directive numéro 7 sont déclenchées, mais on les abandonne très rapidement car il n'y a pas suffisamment de forces disponibles, pas suffisamment d'hommes pour lancer ces attaques. Début juin 1995, le corps de la Drina attaque et déloge les forces de la FORPRONU d'un point d'observation des Nations Unies en bordure orientale de l'enclave de Srebrenica, s'emparant ainsi d'un point stratégique pour la défense de la zone. Et cet endroit allait devenir le point de ravitaillement pour l'attaque finale, l'assaut final sur l'enclave qui allait se dérouler juste un mois plus tard. Fin juin 1995, Radovan Karadzic et Momcilo Krajisnik vont au commandement du corps de la Vlasenica, où ils rencontrent Radislav Karstic, qui est alors commandant adjoint, chef d'état-major du corps de la Drina, pour peaufiner le plan d'attaque de Srebrenica et de Jepa. Karadzic insiste vivement auprès de Kertic sur la nécessité de démarrer cette attaque le plus vite possible. Le 2 juillet, le commandant du corps de la Drina donne un ordre de combat appelé Krivaya 95. L'ordre de Krivaya 95 est donné en application de la directive numéro 7 et ordonne au corps de la Drina d'exécuter des opérations offensives. Je cite, pour séparer les enclaves de Jepa et de Srebrenica et pour les réduire à leur partie urbaine. Fin de citation. Citation pour créer des conditions permettant l'élimination de ces enclaves. Fin de citation. Les enclaves étant déjà surpeuplées, les réduire à leur partie urbaine allait entraîner une aggravation d'une situation humanitaire pourtant déjà catastrophique à la suite des pilonnages et des tirs embusqués et de la restriction de l'aide humanitaire. Une politique qui rendait effectivement déjà insupportable la vie des musulmans dans les enclaves. L'attaque de Srebrenica commence le 6 juillet 1995. Au cours des quelques jours qui vont suivre, l'armée des Serbes de Bosnie pilonne les civils et les cibles civiles dans les enclaves. Vous entendrez un des observateurs militaires des Nations Unies qui vous parlera de l'intensité du pilonnage et de la terreur qu'il a semée dans la population musulmane assiégée. Au cours des jours qui s'ensuivirent après le 6 juillet 1995,
les 5 points post-observation de la FOPRONU sont tombés l'un après l'autre dans la partie méridionale de l'enclave, devant l'avancée des Serbes forces de Bosnie. Vous allez voir maintenant un des rapports des observateurs militaires des Nations Unies du 7 juillet. L'offensive des Serbes de Bosnie semble s'intensifier de façon systématique et constante, quels que soient les objectifs poursuivis. Il semble se concentrer davantage sur des lieux civils dans la ville de Srebrenica et à Potocari. Il y a des victimes civiles et on ne sait pas exactement le degré des dégâts provoqués aux biens civils. L'équipe demande qu'une action, que des mesures soient prises pour mettre fin à ce carnage et à l'endommagement des biens civils dans une zone qui est pourtant déclarée de sécurité. Le 9 juillet 1995, sans véritable résistance de la part de l'armée de Bosnie-Herzégovine ni des forces onusiennes à Srebrenica, les chefs de la VRS se rendent compte qu'il est désormais possible de terminer ce qui n'avait pas pu l'être en avril 1993, à savoir la prise de contrôle de l'enclave et le déplacement de la population musulmane. Et dans le respect de la hiérarchie militaire, la VRS a demandé l'accord du commandant suprême, accord qu'elle reçoit de ce commandant suprême, Radovan Karadzic, pour élargir l'objectif de l'opération Kriva 95 pour y inclure la prise effective de l'enclave. Je cite ici un ordre de l'état-major principal du 9 juillet. Le président de la Republika Srpska a été informé du fait que les opérations autour de Srebrenica ont été accomplies avec succès par les unités du corps de la Drina, ce qui a permis à ces unités d'occuper la ville même de Srebrenica. Fin de citation. On lit ensuite: le président de la République est satisfait des résultats obtenus grâce aux opérations de combat autour de Srebrenica et est d'accord pour que ces opérations se poursuivent afin de prendre la ville de Srebrenica, afin que les bandes terroristes musulmanes soient désarmées et pour terminer la démilitarisation de l'enclave de Srebrenica. Fin de citation. Cet ordre, vous allez le voir, Madame et Messieurs les juges, demande la protection pleine et entière de la FOPRONU, la population musulmane, donne aussi l'ordre que les prisonniers de guerre et la population civile soient traités dans le respect des conventions de Genève. C'est quelque chose qui est purement superficiel et c'est profondément cynique. Et vous le voyez quand on voit l'objectif de la directive 4 et l'objectif de la directive 7 qui est de nettoyer ces zones de leur population. Mais on le voit aussi quand tout ceci se fait sous l'autorité ultime du commandant suprême. Et c'est conformément à l'ordre donné par Karadzic que s'ordonne la prise de l'enclave et le nettoyage longuement attendu de sa population musulmane, autre objectif de la directive numéro 3, l'objectif stratégique qui était enfin en route. Srebrenica est tombé dans l'après-midi du 11 juillet 1995 pendant la conquête de la ville. Karadzic était informé de l'évolution de la situation sur le terrain par le général de la VRS Gvero, qui lui a rapporté les plaintes formulées par la FOPRONU après que les forces de la FOPRONU eussent été attaquées. Il a dit à Karadzic pour le rassurer: « Tout va comme sur des roulettes, comme le prévoit, ne t'en fais pas. » Peu de temps après, en fin d'après-midi, Gvero rapporte ceci à Karadzic: le drapeau serbe flotte sur l'église serbe de Srebrenica. Je le cite. L'argent serbe, l'église serbe, le drapeau serbe, président. Fin de citation. Dans l'après-midi du 11 juillet, le général Mladic et d'autres officiels de la VRS, dont le commandant du corps de la Drina, Stevanovic, et le chef d'état-major du corps de la Drina, Kerstic, parcourent à pied les rues vides de Srebrenica, savourant leur victoire.
Et ces hommes ont à leur côté un caméraman de l'état-major principal de la VRS qui enregistre, qui filme ces images, ce tour triomphal, notamment les mots qui donnent froid dans le dos et prescients du général Mladic. Vous allez voir ces images dans un instant. Et ces mots sont en fin de séquence. Nos hommes sont devant, oui, oui. Oui, ils nettoient la ville. On aurait pu entrer en voiture aussi. Très bien, très bien. Je sais que c'est possible qu'ils me suivent lentement. Allez, allez, Gilet, allez, Gilet. Kirsty, tu es, allez. Allez, Carlet. Filme donc leur drapeau là-bas. Baissez le drapeau, descendez-le. Mettez-le par terre. Nous voici ici le 11 juillet 95 dans une Srebrenica serbe, à la veille d'une grande fête religieuse serbe. C'est un cadeau que nous faisons à notre peuple serbe. Et après tout, finalement, après, contre la rébellion contre les Darias, le moment est venu de se venger des Turcs dans cette région. Le temps est venu de se venger des Turcs dans la région. Rappelez-vous ce qu'il est advenu des hommes de Srebrenica. Vous allez comprendre en voyant le sort réservé à deux groupes. Alors que la chute de Srebrenica n'était plus qu'une question de minutes, un groupe d'environ 15 000 musulmans, hommes et adolescents et quelques femmes et quelques enfants se sont rassemblés au village de Chouchniari, à environ 7 km au nord-ouest de Srebrenica. Ces hommes avaient peur de ce qui leur arriverait s'ils se rendaient ou étaient capturés par les forces serbes de Bosnie. Et ils ont commencé à prendre la fuite en formant une grande colonne, une longue colonne, pour passer à travers les bois pour aller vers Tuzla. Il y avait un tiers des hommes qui étaient armés, le reste, c'était des soldats sans armes et des civils. J'y reviendrai dans quelques instants. Il y avait un deuxième groupe de musulmans, composé de milliers de femmes, d'enfants et de personnes âgées, accompagnés d'un groupe de 1000 à 2000 hommes en âge de combattre, qui ont aussi pris la fuite et se sont dirigés vers la base de la Fort Pronu à Potocari, environ 4 km au nord de Srebrenica, pour y chercher la protection de la Fort Pronu. Je peux vous montrer rapidement une carte qui va vous montrer cette zone est l'endroit où se trouve Potocari par rapport à Srebrenica. Vous le voyez ici, après Bratunac et Srebrenica. Regardez vers la gauche. Les 15 000 hommes qui formaient cette colonne se dirigeaient par là, prenaient la fuite vers Kravica, Sandici. Voyez cette route. Je vous parlerai de ce lieu plus tard. C'est là que ces hommes finirent par être capturés ou ils se rendirent. Lorsque le soir tombe, le 11 juillet, quelques 20 000 ou 25 000 musulmans se sont rassemblés au QG de la Fort Pronu à Potocari autour de cette base. Ces gens sont épuisés, manquent cruellement de nourriture, d'eau, de soins médicaux élémentaires, et, sans parler de toilettes. Le plan qui consistait à réduire les enclaves à la partie urbaine avait réalisé l'objectif recherché. Ces gens étaient terrifiés, épuisés. Ils avaient perdu tout espoir de survie ou de vie à Srebrenica. Le jour où Srebrenica est tombé, Radovan Karadzic a vite pris des mesures pour consolider la victoire des Serbes de Bosnie le 11 juillet. Il nomme officiellement Miroslav Deronic, qui était président du SDS de Bratunac, et un des nettoyeurs ethniques fidèles qui avait fait ses preuves
commissaire civil de ce qui allait devenir la nouvelle municipalité serbe de Srebrenica. Il donne aussi l'ordre au chef du QG de la police régionale de créer un poste de police à Srebrenica et de travailler avec Deronic. Après la chute de Srebrenica, le soir du 11 juillet et dans la matinée du 12, Mladic a tenu 3 réunions à l'hôtel Fontana de Bratunac pour discuter du sort de l'enclave de Srebrenica. Il a d'abord rencontré le Dachbat. Les 2e et 3e réunions se sont tenues avec le Dachbat et des représentants des musulmans. Vous allez voir pendant ce procès des séquences de ces 3 réunions. Mais voyons une séquence de la 2e réunion qui s'est tenue dans la soirée du 11 juillet. Réunion à laquelle assistait Nesip Majid, un représentant des musulmans. Voici ce que dit Mladic et ce qu'il dit se passe de commentaires. Les musulmans vont survivre, rester ou disparaître. Pour rendre une décision d'homme et de commandant, dit-il. Je dois dire clairement aux représentants de votre peuple que c'est à vous de décider, à vous de voir si vous voulez survivre, rester ou disparaître. Je suis prêt à recevoir ici demain, à 10 heures du matin, une délégation de responsables des musulmans avec qui je peux discuter de la survie, du salut de votre peuple qui peut partir de l'enclave, de l'ancienne enclave de Srebrenica. Je vais donner l'ordre de cesser les opérations jusque demain matin, 10 heures. Si vos combattants déposent les armes, nous les traiterons dans le plein respect des conventions internationales et nous garantirons à chacun qu'il vivra, même s'il a commis un crime contre notre peuple. Est-ce que j'ai été clair? Nesib, l'avenir de votre peuple est entre vos mains, pas seulement sur ce territoire-ci. J'en ai terminé. Vous pouvez disposer. Accompagnez-les. Mladic repeated this. Mladic répétera cet ultimatum lors de la 3e réunion le lendemain matin. À ce moment-là, l'armée des Serbes de Bosnie avait reçu des renseignements à propos de cette colonne de musulmans qui essayait de sortir de l'enclave. Je vous en ai parlé. Au cours de cette 3e réunion, il a aussi annoncé, dans une partie qui n'a pas été filmée ou dont la séquence a ensuite été supprimée, que tous les hommes de 16 à 60 ans seraient séparés pour vérifier s'ils avaient commis des crimes de guerre. Je vous le dirai dans un instant. Il n'y a pas eu de sélection, de vérification, quelle qu'elle soit. On ne voulait pas en faire, d'ailleurs. Les hommes qui furent séparés, il y avait parmi eux de très jeunes adolescents et des hommes qui avaient plus de 70 ans. À peu près à l'heure où se tient cette dernière réunion, dans la matinée du 12 à l'hôtel Fontana, les forces de la police et de l'armée serbe avaient déjà pénétré dans Potocari, où se trouvaient rassemblés 20 à 25 000 musulmans apeurés. Certains musulmans furent abattus, d'autres frappés et terrorisés par les forces de Bosnie, confiantes que leurs actes seraient sans conséquence.
En quelques heures, il y a eu l'expulsion de la population musulmane. Certains, on allait les laisser vivre, d'autres, on les a séparés pour les assassiner. Vous entendrez dire que les journalistes, par des journalistes, que les musulmans pouvaient rester à Srebrenica s'ils le voulaient. Mais tout comme la plupart des choses que Karadzic a dit à propos de Srebrenica est très éloigné de la vérité. Voyons les remarques de Mladic à propos des personnes qui pouvaient partir et de celles qui pouvaient rester. Quote, "Go ahead, General." Allez-y, Général Mladic. Est-ce que ces bus et ces camions sont partis? Réponse oui, ils sont partis. Mladic, quand? Son interlocuteur, il y a 10 minutes. Mladic. Bien, excellent. Continuez à surveiller la situation. Ne permettez pas à de petits groupes de se faufiler. Ils ont tous capitulé, ils se sont rendus. Nous allons tous les évacuer. Ceux qui le souhaitent et ceux qui ne le souhaitent pas. Fin de citation. À cet effet, des bus de différentes municipalités voisines ont été mobilisés par l'état-major principal par le biais du ministère de la Défense de Palais. Il s'agissait d'une opération logistique très importante auxquelles participaient de très nombreuses municipalités et les départements de la Défense. Les femmes, les enfants et les personnes âgées ont été chassés vers les territoires tenus par les musulmans à Cladagne. Dans l'intervalle, tout sauf une poignée d'hommes et de garçons qui avaient plus ou moins l'âge de porter les armes ont été séparés par la force de leur famille et détenus. La séparation et la détention de ces hommes n'avaient rien à voir avec un quelconque processus de sélection. Je cite, les forces serbes de Bosnie ainsi que le MUP ont détenu à Potocari et séparé et détenu tout homme ou garçon qui semblait être en âge de porter les armes. Aucun effort n'a été fait pour établir une distinction entre les soldats et les civils. Quelques hommes en âge de porter les armes ont réussi à intégrer le premier convoi. Mais après, tous les hommes ont été séparés et détenus. Allez, allez, suivez-les. Non, vous allez là. Vous allez vers la gauche. Allez, allez, montez, allez dans la colonne, un à un. Ne vous bousculez pas comme ça. À gauche. Il y a des hommes qui partent dans ces directions, les femmes et les plus jeunes. Non, ceci n'est pas bien. Je crois que les gens sont trop serrés. Là où on emmène les hommes, c'est trop encombré. Il y a trop d'hommes. Ils sont assis. Il y a des gens qui ont essayé de se cacher et de se cacher dans le convoi et qui sont consignés comme étant des criminels. Your Honors. Madame, Messieurs les juges, Mladic a indiqué de façon erronée qu'ils avaient été séparés pour être sélectionnés parce qu'il s'agissait de crimes de guerre, qu'il avait l'intention d'occulter le sort qui allait être réservé à ces hommes. Son excuse est quelque chose qui peut être étayé par un certain nombre de facteurs. Il n'y a pas eu d'effort véritable pour soit enregistrer ou établir la liste des prisonniers musulmans lorsqu'ils ont été incarcérés, comme cela aurait été le cas s'il avait l'intention de les emprisonner ou de les échanger. Bien au contraire, après les avoir placés en détention, leurs cartes d'identité, des documents ont été détruites.
De surcroît, les rares effets personnels dont ils disposaient, qui étaient transportés dans des sacs et des sacs à dos, ont été mis sur des tas et brûlés par la suite. Il n'y a pas eu d'interrogatoire de ces hommes et de ce garçon qui a été organisé pour voir s'il s'agissait d'éventuels criminels. À Potocari, c'est d'un musulman et ces garçons n'ont reçu aucune nourriture, aucun soin médicaux ou premiers soins. Et il n'y avait pas de mesures d'hygiène et bon nombre d'entre eux ont été frappés sauvagement et massacrés. Ils ont été séparés et transportés dans des sites à Bratunac. Dans ce site de détention, il y avait plus de 50 hommes musulmans qui ont été tués le 12 et le 13. Dans ces circonstances, Madame, Messieurs les juges, on ne peut pas s'y méprendre. Le terme de sélection dans ce contexte ne peut malheureusement que figurer sur la liste des euphémismes honteux. Dans ce cas, il s'agit d'un euphémisme qui indique que tout les destinait à la mort. Je remarque l'heure. Peut-être qu'il serait approprié de faire une pause.